Un jeune couple a disparu immédiatement après son mariage en 1985, comme s'il s'était volatilisé au volant de sa voiture flambant neuve. Mais 12 ans plus tard, des étudiants analysant de vieilles images satellites ont repéré un phénomène choquant dans les Everglades, une découverte qui allait mener les enquêteurs à une révélation troublante que personne n'avait anticipée. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le parking du Walmart de Homestead, en Floride. Linda Carroll poussait son chariot au rayon fruits et légumes, sélectionnant méthodiquement les tomates et examinant les laitues. À 56 ans, elle avait développé une routine qui l'aidait à combler les vides de sa vie, des vides béants depuis ce jour d'été de 1985, où sa fille unique avait disparu. La sonnerie stridente de son téléphone portable, un objet encore relativement récent en 1997, gagné à la loterie du supermarché, la tira de ses pensées. Elle fouilla dans son sac à main, manquant d'en laisser tomber un sac d'oranges. « Bonjour, Madame Carroll ? Ici l'inspecteur Jason Pram, de la police de Homestead. Je dois vous demander où vous êtes. » Le cœur de Linda fit un bond. En 12 ans, elle avait reçu d'innombrables appels sans résultat, mais quelque chose dans le ton de l'inspecteur la fit serrer plus fort le téléphone. « Je suis chez Walmart, je fais mes courses. »« Pourquoi ? Que s'est-il passé, Madame Carroll ? » ?»« Nous avons besoin que vous veniez au parc national des Everglades. Un incident concernant votre fille Melissa et son mari Brandon vient de refaire surface, dit-il. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing, le téléphone faillit lui glisser des mains, soudain sans force. « Qu'est-ce que c'est ? Que as-tu trouvé ? » « Nous avons retrouvé la Ford Thunderbird jaune dans les Everglades. Nous avons besoin de vous pour l'identifier. Nous avons également contacté la famille Whitmore. Pouvez-vous nous retrouver au parking du parc, via Main Park Road ? Que fait la voiture après tout ce temps ? La voix de Linda se brisa. Je serai là dans 20 minutes. Sans hésiter, elle abandonna son chariot à moitié rempli au milieu de l'allée. Les autres clients la dévisagèrent tandis qu'elle passait précipitamment, mais Linda la remarqua à peine, son esprit s'emballa tandis qu'elle se précipitait vers sa vieille Honda Civic. Les 20 minutes de route jusqu'au parc national des Everglades lui parurent à la fois interminables et trop brèves, tandis qu'elle empruntait Main Park Road. Des souvenirs lui revinrent en mémoire, des souvenirs qu'elle avait tant essayé de refouler au fil des ans. La police avait conclu que Melissa avait quitté la ville volontairement avec Brandon après leur mariage. C'était la seule explication raisonnable qu'ils pouvaient lui proposer. Mère endeuillée, elle n'y avait jamais cru pas vraiment. Sa fille ne l'abandonnerait pas après tout ce qu'elles avaient traversé ensemble. Melissa savait ce que signifiait être élevée seule par une mère, elle connaissait les sacrifices de Linda. Mais 12 ans de silence avaient anéanti même son espoir le plus tenace. Elle commençait à faire la paix avec l'idée que sa fille avait peut-être choisi une nouvelle vie plutôt que l'ancienne. Maintenant, avec cette découverte, ce morceau soigneusement construit s'effondrait comme du sable mouillé. Le spectacle qui l'attendait au parc lui coupa le souffle. De nombreux véhicules de police encombraient le parking, leurs gyrophares créant un kaléidoscope de rouge et de bleu sur le ciel matinal. Les véhicules des services de secours ajoutaient au chaos contrôlé. Les gardes forestiers dirigeaient la circulation, tandis que les agents délimitaient certaines sections avec du ruban jaune. Linda se gara précipitamment et sortit, les jambes chancelantes. Une foule s'était rassemblée aux employés du parc, touristes curieux, fonctionnaires en uniforme d'hiver, mais son regard fut attiré par la remorque à plateau au centre de l'action. Elle était là, la Ford Thunderbird jaune. Des filets d'eau trouble s'écoulaient encore de son châssis, des algues et de la boue recouvraient sa surface autrefois immaculée, et les vitres étaient opaques de sédiments. Mais malgré 12 ans d'immersion, elle la reconnut. Gregory Whitmore avait fait grand cas de l'avoir offerte à Brandon pour leur mariage, insistant pour des photos avec les heureux mariés à ses côtés. Madame Carroll s'approcha l'inspecteur Pram, le visage grave et buriné. Il était plus jeune qu'elle ne l'aurait cru à sa voix au téléphone, peut-être la quarantaine, avec ce regard fatigué qu'on éprouve à voir trop de misère humaine. Elle ne pouvait quitter la voiture des yeux. « Comment l'as-tu retrouvée après tout ce temps ? Laissez-moi vous présenter des gens qui sauront vous expliquer la situation mieux que moi. »
Il la conduisit vers un groupe de jeunes gens portant des t-shirts de l'université de Miami. Il semblait à peine plus âgé que Melissa lorsqu'elle avait disparu. Un jeune homme aux cheveux blonds et au regard sérieux s'avança. « Madame Carroll, je suis Jake Morrison. Nous sommes étudiants en études environnementales et travaillons sur un projet concernant la transformation des terres dans les Everglades. Nous analysons des images satellites historiques pour suivre les changements au fil des décennies. » Il sortit un dossier et en sortit une photographie granuleuse. Nous étudions les schémas de perte de terre lorsque nous avons remarqué cette anomalie sur une image satellite de 1985. Il désigna une section de la photo où Linda distinguait à peine une forme jaune partiellement visible dans l'eau sombre. En améliorant et en zoomant l'image, nous avons clairement vu qu'il s'agissait d'un véhicule. Notre professeur a compris que cela pourrait être lié à l'ancienne affaire de personnes disparues de cette année-là. C'était un sujet d'actualité à l'époque, alors nous avons calculé les coordonnées et contacté la police. L'inspecteur Pram a pris les choses en main. La zone où ils l'ont repéré est suffisamment isolée pour avoir échappé à la détection pendant toutes ces années. La profondeur de l'eau y est importante, suffisamment profonde pour qu'une voiture puisse sombrer complètement et se déposer au fond. L'opération de récupération a duré 4 heures. Notre équipe de récupération marine a collaboré avec le Florida Fish and Wildlife et notre service. Nous avons utilisé un sonar et des plongeurs pour confirmer la position exacte de la voiture, puis avons fait appel à un bateau de police pour se rendre sur place. Un hélicoptère l'a sortie de l'eau et l'a placée sur la plateforme pour le transport. Linda entendit des portières claquer derrière elle. Elle se retourna et vit la famille Whitmore arriver, Gregory en tête avec son arrogance caractéristique malgré son âge avancé, Eleanor la suivant avec son air de dignité endurci, et Daniel fermant la marche. Les années les avaient tous changés, mais Linda les reconnut instantanément. Une vieille colère la submergea, elle se souvenait trop bien de leur dernière interaction, des accusations de Gregory, de son insistance sur le fait que sa fille, issue d'une famille modeste, avait égaré son précieux fils, comme si l'amour se mesurait à l'aune de ses comptes en banque. L'inspecteur Pram s'excusa pour aller informer les Whitmore. Linda observa le visage de Gregory tandis qu'il examinait le véhicule, elle vit l'instant où il le reconnut malgré ses efforts pour se contrôler stoïquement. « Oui, c'est bien la Thunderbird que j'ai offerte à Brandon pour son mariage », confirma Gregory d'une voix claire à travers le parking. La plaque d'immatriculation correspond, FTB 1985. Je l'avais spécialement demandé. Linda s'approcha malgré son bon sens. « Que as-tu récupéré à l'intérieur » L'expression du détective s'assombrit. Aucun reste n'a été retrouvé. Aucune trace de sang ni de lutte n'a été décelée, compte tenu des dégâts causés par l'eau. Le seul objet que nous avons récupéré est celui-ci. Il fit signe à un policier, qui apporta un sac contenant un briquet argenté. Gregory fouilla dans sa poche et en sortit un briquet identique. C'est le mien. Celui-là doit être celui de Brandon. On les a achetés ensemble dans cette boutique à Miami, à Noël 1984. Le calme soigneusement conservé d'Eleanor se brisa légèrement. Inspecteur, qu'est-ce que ça veut dire? S'ils ne sont pas dans la voiture, où sont-ils? Que se passe-t-il maintenant? Madame Whitmore, je ne crois pas que votre fils et votre belle-fille auraient délibérément abandonné leur véhicule dans les Everglades, surtout pas pour un cadeau de mariage. Quelqu'un leur a fait ça en 1985 et a tenté d'éliminer des preuves. Il ne s'agit plus seulement d'une affaire de disparition, il s'agit potentiellement d'une enquête criminelle. Criminelle? La main d'Eleanor se porta à la gorge. Tu veux dire que quelqu'un les a peut-être tués? Nous explorons toutes les possibilités, a déclaré Pram, mais celui qui a fait ça connaissait bien la zone, il savait exactement où se trouvaient les eaux profondes et comment accéder à cet endroit isolé. Cela suggère une personne du coin. Le visage de Gregory s'empourpra. Avant de gaspiller l'argent du contribuable avec des théories farfelues, envoyez des plongeurs là-bas. Cherchez des corps, ils sont peut-être encore sous l'eau. Nos équipes de plongée mènent des recherches en ce moment même, Monsieur Whitmore, lui assura l'inspecteur Pram. Nous élargirons le quadrillage si nécessaire.
Grégory se tourna brusquement vers Daniel, sa voix baissant, mais toujours audible pour ceux qui étaient là. Voilà pourquoi il est important de ne jamais se marier par désespoir. Les filles pauvres ruineront votre réputation ou vous détruiront comme ce qui est arrivé à votre frère. Le choc de Daniel était évident. Tu sais combien Brandon aimait Melissa. Elle ne. Linda perdit son sang-froid. Tu essaies encore de blâmer ma fille après toutes ces années? Grégory s'est retourné vers elle. Elle avait peut-être des relations d'anciens petits amis, des membres de gang de son quartier ou quelqu'un qui, jaloux, a décidé d'éliminer mon fils. Des membres de gang. La voix de Linda s'éleva. Si ma fille ne voulait que ton argent, elle n'aurait pas disparu avec ton fils, elle serait restée pour le récupérer. N'ose même pas. Grégory s'avança d'un pas agressif. C'est votre fils qui l'a détourné de sa promesse de pureté, a-t-il accusé. Linda rétorqua, elle voulait attendre le mariage, mais il l'a convaincue du contraire. C'est pour ça qu'ils ont dû se marier si jeunes, Melissa n'avait que 24 ans. La dispute s'envenima rapidement, les voix s'élevèrent, les accusations fusent. D'autres visiteurs s'arrêtèrent pour observer. Des policiers intervinrent, dressant une barrière entre les familles en conflit. Ça suffit, la voix autoritaire de l'inspecteur Pram coupa court au chaos. Ce comportement n'aide personne. Vous êtes tous les deux en deuil, tous les deux désorientés, je comprends, mais porter des accusations n'apportera aucune réponse. Il éloigna Linda de la confrontation. Madame Carroll, je vous en prie, tout le monde est sous le coup de l'émotion. Ne le laissez pas vous provoquer. Il dépeint ma fille comme une sorte de criminelle, dit Linda, la voix tremblante de rage et de larmes retenues. Ma petite fille qui chantait dans la chorale de l'église, qui était bénévole à la banque alimentaire. Je sais, répondit l'inspecteur. Nous ferons le point au poste. Pour l'instant, je veux que vous rentriez chez vous et que vous essayiez de vous reposer. Je vous contacterai immédiatement s'il y a du nouveau. Pouvez-vous conduire vous-même ou souhaitez-vous être escorté par un agent? Linda prit plusieurs inspirations profondes, essayant de se recentrer. Je peux conduire, j'ai juste besoin d'un moment. Elle marcha jusqu'à sa voiture, les jambes tremblantes, et s'affala sur le siège conducteur. À travers son pare-brise, elle voyait les Whitmore toujours groupés autour de la remorque à plateau, Grégory gesticulant sauvagement en parlant aux policiers. Le voir, toujours aussi arrogant et sûr de lui retourna l'estomac. Elle tourna la clé de contact et quitta le parking, laissant le cirque derrière elle, mais elle ne pouvait oublier l'image de cette voiture jaune tachée d'eau, ni les questions qu'elle soulevait sur ce qui s'était réellement passé ce jour d'été lointain. La maison de Linda était d'un silence insondable lorsqu'elle referma la porte d'entrée derrière elle. L'adrénaline de la confrontation du matin s'était dissipée, la laissant vide et tremblante. Elle resta un moment dans son petit salon, essayant de digérer tout ce qui s'était passé, la voiture, les Everglades, les accusations de Grégory. Presque sans y penser, ses pas la portèrent dans les 3 couloirs jusqu'à la chambre de Melissa. Elle n'y était pas entrée depuis des mois, la plupart du temps, elle ne le supportait pas. La porte grinça lorsqu'elle l'ouvrit, et une odeur de moisi lui assaillit aussitôt les narines. 12 ans de négligence avaient laissé des traces. Des particules de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi, filtrant à travers les rideaux jaunis. Le joyeux papier peint à fleurs qu'elle et Melissa avaient choisi ensemble était maintenant délavé et se décollait au coin. Tout était resté exactement comme Melissa l'avait laissé ce matin de juin 1985, du maquillage éparpillé sur la commode, un roman d'amour à l'envers sur la table de chevet, sa robe d'été préférée drapée sur la chaise de bureau. Mais le temps n'avait pas été tendre avec ses trésors abandonnés. Les vêtements du placard ouvert étaient tachés de moisissures, le tissu dégradé et décoloré. Les peluches sur le lit étaient tachées de poussière, leurs yeux boutonnés ternes. Oh, ma puce, murmura Linda, la gorge serrée. Elle ouvrit les fenêtres, laissant l'air frais chasser la froideur. Puis elle alla chercher des produits de nettoyage et des cartons dans le garage. Si la police rouvrait l'enquête, elle devrait peut-être examiner les affaires de Melissa. Il était peut-être temps le moment de ranger enfin ses souvenirs matériels de sa perte.
Elle commença par le placard, enlevant soigneusement chaque article. Ses mains tremblaient tandis qu'elle pliait la robe de remise de diplôme de Mélissa, se remémorant la fierté de sa fille en traversant l'estrade. Chaque vêtement était porteur de souvenirs, le chemisier que Mélissa portait lors de son premier rendez-vous avec Brandon, la jupe qu'elle avait économisée pendant des mois. En débarrassant l'étagère du haut, ses mains tombèrent sur des objets qui n'appartenaient pas à Mélissa, une montre d'homme, un pull de l'université de Miami, taille L, et un flacon d'eau de Cologne. Les affaires de Brandon. Linda serra les dents. Elle savait qu'il restait parfois chez elle malgré ses objections, elle avait élevé Mélissa avec des valeurs fortes, insistant sur la pureté avant le mariage. Mais l'amour de jeunesse avait ses propres règles, et Brandon Whitmore avait été très persuasif, beau, charmant, issu d'une famille aisée. Il avait conquis Mélissa, et voyait où cela les avait menés. Linda alla chercher un autre carton et commença à emballer les affaires de Brandon séparément, quelques chemises, des cassettes audio, une raquette de tennis, divers articles de toilette. Elle étiqueta clairement le carton, les effets personnels de Brandon Whitmore. Le nettoyage dura près de 3 heures. À la fin, son dos lui faisait mal et ses mains étaient irritées par le frottement. Pourtant, la chambre de Mélissa avait meilleure allure, toujours un sanctuaire dédié à sa fille disparue, mais propre. Les cartons étaient empilés contre le mur, chacun soigneusement étiqueté et scellé. Linda chargea le carton de Brandon dans sa Honda et resta assise au volant un instant, hésitante. Les Whitmore habitaient le quartier huppé de Gable Estate, à 1000 lieues de son modeste quartier. Elle n'était même pas certaine qu'ils seraient de retour après les événements de la matinée, mais ils avaient du personnel de maison prêt à réceptionner la livraison. Le trajet dura 20 minutes. Les maisons s'agrandissaient et les pelouses s'épanouissaient à chaque pâté de maison. Le domaine des Whitmore se dressait derrière un imposant portail en fer forgé, en stuc et en terre cuite de style méditerranéen. Linda se gara juste devant et récupéra le carton. À peine était-elle sortie que Gregory sortit du garage et se dirigea vers sa Mercedes. Son visage s'assombrit dès qu'il la vit. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix résonna à travers l'allée. « Tu bloques le portail. »« Je m'en vais, et tu dois partir aussi. Tu n'es pas le bienvenu sur cette propriété. » Linda brandit le carton. « Je rends juste les affaires de Brandon. » Elles étaient dans la chambre de Mélissa. « Alors laisse-la là, fit-il d'un geste dédaigneux vers le sol. Quelqu'un va s'en occuper maintenant. Déplace ta voiture minable. » Luttant contre l'envie de lui jeter la boîte à la tête, Linda la déposa prudemment dans l'allée. Elle retourna à sa voiture et s'avança, laissant la Mercedes de Gregory la dépasser en marche arrière. Il baissa sa vitre en passant. « Je pars bientôt, mais à mon retour, je ne veux pas te voir, toi et ta vieille voiture, près de chez moi. » Compris. Sans attendre de réponse, il s'élança. Linda était assise dans sa voiture, les mains agrippées au volant, respirant profondément. À travers son pare-brise, elle voyait le carton abandonné dans l'allée immaculée. Cela la gênait de laisser les affaires de Brandon comme des déchets. Prenant une décision rapide, elle ressortit et récupéra le carton. Elle se dirigea vers la porte d'entrée et sonna. Daniel répondit, l'air surpris. « Madame Carole ? Je suis désolé de vous déranger. » Elle tendit la boîte. « Ce sont les affaires de Brandon. Je voulais juste m'assurer que quelqu'un les ait bien reçues. Je vais y aller, je ne veux pas causer d'ennui. » En fait, Daniel s'écarta, maman et moi étions en train de fouiller la chambre de Brandon. « Il y a quelque chose que tu devrais voir. Entre, s'il te plaît. Ton père m'avait prévenu que je serais parti avant son retour. » L'expression de Daniel se durcit légèrement. « Ne t'inquiète pas pour lui, s'il te plaît. » Contre son gré, Linda le suivit à l'intérieur. La maison était encore plus impressionnante que dans ses souvenirs, sol en marbre, plafond voûté, œuvres d'art de luxe sur tous les murs. Daniel la conduisit par un escalier tournant jusqu'à la chambre de Brandon. Eleanor leva les yeux de l'endroit où elle était agenouillée à côté d'une boîte, son expression composée habituelle s'adoucit lorsqu'elle vit Linda. « Linda,
Merci d'avoir apporté les affaires de Brandon. Bien sûr. Linda posa le carton, remarquant plusieurs autres déjà emballés et étiquetés. Je vois que tu fais la même chose que moi aujourd'hui. Il semblait que le moment était venu, dit doucement Eleanor, surtout après ce matin. Linda remarqua une petite boîte remplie d'objets qu'elle reconnaissait, la brosse à cheveux de Melissa, des bijoux, quelques livres. Je vais prendre ces affaires avec moi, dit Linda. Merci de les avoir gardées. Daniel l'interrompit en ramassant une boîte en velours ornée sur le bureau de Brandon. C'est ce que nous voulions vous montrer. Linda accepta la boîte, constatant son poids élevé. À l'intérieur, niché dans du satin blanc, se trouvait un ensemble de lingerie en dentelle noire, visiblement coûteux. Une petite carte, de la part d'Otis, était glissée dans le couvercle, écrite d'une écriture masculine et audacieuse. Linda leva les yeux, perplexe. Je ne connais personne qui s'appelle Otis. Melissa ne l'a jamais mentionné. Nous non plus, dit Eleanor. C'est pourquoi nous pensions que tu le saurais. Nous l'avons trouvé dans le placard de Brandon, caché derrière des chaussures. Ils contemplèrent le cadeau intime, tous animés des mêmes pensées troublantes. Si quelqu'un du nom d'Otis l'avait donné à Melissa, pourquoi Brandon l'avait-il en sa possession? L'avait-il intercepté? Melissa le lui avait-elle montré? La lingerie est toute neuve, observa Daniel en désignant les étiquettes, jamais portées, toujours avec l'étiquette, $200. C'était cher, même pour 1985. Pourquoi Brandon garderait-il ça? Demanda Linda. Si un autre homme envoyait des cadeaux comme celui-ci à ma fille, c'est ce que nous ne pouvons pas comprendre, a déclaré Eleanor. Brandon était du genre jaloux. Il aurait affronté Otis, pas caché des preuves dans son placard. Linda referma la boîte d'un ton décidé. Il faut apporter ça à l'inspecteur Pram. Ça pourrait être important. Je suis d'accord, dit Daniel. Je t'accompagne au commissariat. Eleanor hocha la tête. Je reste ici au cas où Gregory reviendrait. Il ne sera pas ravi, mais la police doit être au courant. Linda récupéra le carton contenant les affaires de Melissa, tandis que Daniel rangea soigneusement la boîte en velours dans un sac. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Linda ne pouvait s'empêcher de penser que ce mystérieux Otis qui qu'il soit pourrait bien détenir la clé pour comprendre ce qui s'était passé cet été-là, 12 ans plus tôt. Ils sortirent de la maison en direction du garage, Daniel les ouvrant. Le garage Whitmore ressemblait davantage à un showroom, climatisé, impeccablement propre, avec des places pour 6 véhicules. La BMW argentée de Daniel était garée au 3e emplacement, et il avait déjà sorti ses clés lorsqu'ils entendirent le grondement caractéristique de la Mercedes de Gregory s'engager dans l'allée. « Ton père est déjà de retour, » dit Linda, l'estomac noué. « C'est bon, » dit Daniel, mais sa mâchoire s'était serrée. Gregory était sorti de sa voiture avant que le moteur ne s'éteigne complètement, le visage rouge de colère. « Mais qu'est-ce qu'elle fait encore ici, Daniel? Qu'est-ce que tu fais avec cette femme? »« Papa, calme-toi. On a trouvé quelque chose d'important dans la chambre de Brandon. » Daniel brandit le sac contenant la boîte en velours. « Maman et moi étions en train de préparer ses affaires, et... Tu l'emmènes où? » Pour le montrer aux médias et embarrasser encore plus notre famille. « À la police, » dit Daniel fermement. « C'est une preuve. »« Des preuves de quoi? Montre-moi ça. » Daniel lui tendit le sac à contre-cœur. Gregory arracha la boîte en velours, son expression changeant en voyant le contenu. « De la lingerie? Tu apportes de la lingerie à la police? » Regardez la carte, intervint Linda. Elle vient d'un certain Otis. Ni Eleanor ni moi ne savons qui c'est, et vous pensez que c'est pertinent? Comment? Papa, on aurait dû te montrer ça en premier, mais tu étais tellement pressé ce matin, dit Daniel pour tenter de calmer son père. Tu as dit que tu devais aller chercher les anxiolytiques de grand-mère, ce que j'ai fait. Gregory tapota la poche de sa veste. Ça n'explique pas pourquoi tu complotes avec elle. Il fit un signe de tête vers Linda. Personne ne complote,
dit Daniel d'un ton las. On a trouvé ça caché dans le placard de Brandon. Tu ne trouves pas ça étrange? Qu'un homme envoie de la lingerie de luxe à Melissa? Tu m'as appelé pour aider à emballer la chambre de Brandon ce matin, et je t'ai dit que j'étais occupé, dit Grégory en détournant la question. Où as-tu trouvé ça exactement? Derrière des chaussures sur l'étagère de son placard. Papa, tu sais qui est Otis? L'hésitation de Grégory fut brève mais perceptible. Comment pourrais-je connaître toutes les personnes que mon fils fréquentait? Peut-être que c'était un ex-petit ami de Melissa, qui sait? On va porter l'affaire à la police, dit Daniel d'un ton définitif. Ils doivent être au courant. D'accord, mais je viens avec toi, Grégory empocha les clés de la voiture de Daniel. Et c'est moi qui conduis. Donne-moi tes clés, papa, tes clés. Daniel les lui tendit à contre-cœur. Grégory se tourna vers Linda. Tu nous suivras avec ton propre véhicule. On ne fait pas de covoiturage, comme pour une sortie en famille. Linda ravala sa réponse et hocha simplement la tête. Au poste, on les informa que l'inspecteur Pram était sur le terrain, coordonnant toujours les recherches dans les Everglades. Un jeune officier, portant le badge Martinez, prit leurs informations. Nous allons immédiatement consigner cela comme preuve, leur assura l'agent Martinez, manipulant délicatement la boîte de velours de ses mains gantées. L'inspecteur voudra voir cela dès son retour. Que peux-tu en faire? Demanda Daniel. Plusieurs choses. On va épousseter pour trouver des empreintes digitales, même si le tissu pourrait rendre la tâche difficile. On va aussi consulter notre base de données pour trouver des personnes portant le prénom Otis dans le coin. Homestead n'est pas très grand, et Otis n'est pas vraiment un prénom courant. Linda remarqua l'agent examinant de plus près les étiquettes de lingerie. C'est de la boutique Héloïse à Coral Gable, un établissement haut de gamme. Ils ont peut-être des relevés d'achat, même depuis 1985. Certaines de ces boutiques exclusives conservent des informations détaillées sur leurs clients. Très bien, dit Daniel. Tout ce qui pourrait aider à identifier cette personne. Tout au long de la conversation, le téléphone de Grégory sonnait sans cesse. À chaque fois, il jetait un coup d'œil à l'écran et le mettait immédiatement en sourdine, son agitation devenant de plus en plus visible. « Monsieur, devez-vous répondre à cela ?» demanda l'agent Martinez après la 4e interruption. « Non, c'est juste une question d'affaires, » dit Grégory sèchement. « Papa, si c'est urgent. »« J'ai dit que c'était bon, » rétorqua Grégory. Ils ont rempli les formulaires de preuve, chacun fournissant ses coordonnées. Alors qu'il retournait au parking, le téléphone de Grégory a de nouveau sonné. « Pour l'amour du ciel, papa, répond Y, dit Daniel, exaspéré. Ça vient du bureau? Grégory hésitait. Non, enfin, oui. C'est compliqué. Écoute, il faut qu'on rentre. J'ai des choses à régler au bureau. Il faut encore finir de ranger la chambre de Brandon, lui rappela Daniel. Et Madame Carroll doit récupérer les affaires de Melissa. Quoi qu'elle puisse faire, elle peut nous suivre et les récupérer, dit Grégory avec impatience. Tu viendras avec moi. En fait, papa, puisque tu dois aller au bureau, pourquoi ne pas prendre ma voiture pour y aller? Je rentrerai à la maison avec Madame Carroll. On finira de faire les cartons pendant que tu t'occuperas de tes affaires. Le téléphone de Grégory sonna à nouveau. Cette fois, Linda aperçut l'écran, pas de nom, juste un numéro. Grégory déclina l'appel avec une frustration visible. Bon, peu importe. Je dois régler ça. Grégory chercha les clés de Daniel dans sa poche. Alors qu'il les sortait, un autre porte-clés tomba sur l'asphalte avec un bruit métallique. Le regard de Linda fut immédiatement attiré par lui. Parmi les clés, il y en avait une avec une petite étiquette qu'elle distinguait un O au début. Mais avant qu'elle puisse en lire davantage, Grégory s'en empara. Papa, qu'est-ce que? Rien. Juste les clés des box de stockage du bureau. Grégory rangea le porte-clés rapidement, trop rapidement. Je vais prendre ta voiture pour aller au bureau.
Vous deux, faites ce que vous avez à faire. Mais ne perdez pas votre journée. Il se dirigea vers la BMW de Daniel sans un mot, laissant Linda et Daniel sur le parking. Ton père semble stressé, observa prudemment Linda. Daniel soupira. Il est comme ça depuis la disparition de Brandon, il se déchaîne sur le travail, s'en prend à tout le monde. Maman dit que c'est comme ça qu'il gère son deuil. Il haussa les épaules. On rentre ? Je suis désolé que tu doives conduire. Ce n'est pas grave. Ils se dirigèrent vers sa Honda, mais son esprit était toujours fixé sur ce porte-clés. L'avait-elle imaginé, ou y avait-il eu d'autres lettres après ce « oh » ? Et pourquoi Gregory avait-il réagi si violemment en le laissant tomber ? Ils arrivèrent au domaine Whitmore 20 minutes plus tard. En s'engageant dans l'allée circulaire, Linda remarqua un homme debout dans le garage, près de la Mercedes de Gregory. Il était d'âge moyen, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon sombre à l'uniforme du personnel de maison. C'est Ray Delanne, expliqua Daniel en sortant de la voiture. Le chauffeur de papa, il est avec lui depuis des années. Il n'a pas toujours besoin de lui, mais il l'appelle dès qu'il en a besoin. Ray s'approcha d'eux avec un sourire chaleureux qui semblait sincère. Il avait peut-être la cinquantaine, des cheveux grisonnants et des yeux doux qui se plissaient au coin. Monsieur Daniel, ravi de vous voir. Salut Ray. Daniel lui serra la main. Voici Madame Carole, la mère de Melissa. Madame, acquiesça respectueusement Ray. Je suis désolé pour le désagrément. Merci, dit Linda en l'observant. Son attitude était réconfortante, contrastant fortement avec l'hostilité de Gregory. Ton père a appelé, expliqua Ray à Daniel. Il m'a demandé de prendre sa voiture au bureau et de ramener ta BMW ici. Tu sais ce qu'il pense de cette Mercedes. Daniel gloussa. Dieu nous garde d'y toucher. Merci de l'avoir fait, Ray. Aucun problème. Je vous le rendrai dans l'heure. Ils laissèrent Ray au garage et entrèrent. Eleanor était dans le salon, un carton à ses pieds. Elle leva les yeux à leur entrée, son visage trahissant la tension de la journée. Comment ça s'est passé au commissariat, a-t-elle demandé. D'accord, maman. Je te raconterai plus tard, dit Daniel. Ce sont les affaires de Melissa ? Tout ce que j'ai pu trouver. Eleanor se leva et lissa sa jupe. Des vêtements, des bijoux, quelques photos, pas grand-chose, en fait. Elles n'ont pas eu beaucoup de temps pour accumuler des choses. Linda accepta la boîte, la gorge serrée. Merci de les avoir gardées. Eleanor s'avança et la prit dans ses bras, un geste surprenant de la part d'une femme habituellement réservée. Je suis désolé pour le comportement de Gregory tout à l'heure, et pour toujours, vraiment. Nous sommes toutes les deux mères et avons perdu nos enfants. Nous aurions dû. Elle s'est soutenue les unes les autres au lieu d'eux. Elle se recula, les yeux brillants. J'espère que la police trouvera bientôt des réponses. Nous méritons tous de tourner la page. Merci, Eleanor. Ça me touche beaucoup. Daniel a proposé de l'accompagner, mais Linda a refusé. Je peux me débrouiller. Tu devrais rester avec ta mère. Elle traversa le hall d'entrée en marbre avec la boîte et sortit par la porte d'entrée. Le soleil de l'après-midi était intense, la forçant à plisser les yeux tandis qu'elle se dirigeait vers sa voiture. Elle venait d'ouvrir son coffre lorsqu'elle entendit des voix près du portail. Ray parlait à quelqu'un, à un homme plus jeune, peut-être dans la trentaine. Linda fit semblant de ranger la boîte dans son coffre tout en les observant. Le jeune homme était trapu, aux cheveux noirs et aux manières nerveuses. Il se balançait sans cesse, jetant des coups d'œil autour de lui, comme s'il craignait d'être vu. En s'installant au volant et entamant la marche arrière, Linda eut une meilleure vue. L'homme portait un collier en or avec de grosses lettres en pendentif. Même à cette distance, elle distinguait un O bien visible au début. Son pouce accéléra. Où était-ce un S à la fin? Elle ralentit la marche arrière et ajusta son rétroviseur. Ray avait également remarqué le collier, elle le vit tendre la main vers lui, les lèvres remuant.
Le jeune homme recula, mais Ray attrapa la chaîne par sa fenêtre entr'ouverte. Elle capta des bribes de leur conversation portée par la brise de l'après-midi. Le patron a dit. La voix de Ray était ferme. Ne porte pas ça. Le jeune homme protesta, mais Ray était déjà en train de tirer le collier par-dessus sa tête. Puis, avec une poigne qui trahissait sa douceur précédente, Ray saisit le bras de l'homme et le dirigea vers la Mercedes de Gregory. Les mains de Linda tremblaient sur le volant. Son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas, le nom Otis, le O et le S sur ce collier. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Elle continua de reculer lentement, essayant de paraître indifférente, mais elle continua de regarder et pousser le jeune homme sur le siège passager de la Mercedes. Puis Ray prit le volant, et la voiture quitta l'allée à une vitesse inhabituelle. Linda prit une décision en une fraction de seconde. Au lieu de tourner à gauche vers la maison, elle tourna à droite, suivant la Mercedes à une distance qu'elle espérait discrète. Son cœur battait fort tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle venait de voir. Qui était cet homme? Pourquoi ressemblait-il si préoccupé par le collier, et pourquoi avait-il mentionné, patron, sans doute Gregory? Linda gardait une distance prudente, laissant une autre voiture s'interposer entre elles alors qu'elle se dirigeait vers la route principale. Elle n'avait jamais suivi personne auparavant, elle ne l'avait vu que dans les films. Chaque feu rouge la faisait paniquer, l'incitant à les perdre, chaque virage exigeait des décisions en une fraction de seconde. La Mercedes se dirigea vers le quartier d'affaires du centre-ville de Homestead. Au bout d'un quart d'heure, elle se gara sur le parking d'un immeuble de bureaux moderne, Whitmore Industries, d'après le grand panneau affiché devant. Linda le reconnut, tout le monde à Homestead connaissait l'entreprise de promotion immobilière de Gregory. Elle se gara de l'autre côté de la rue, derrière un camion de livraison, ce qui lui offrait une vue partielle sur l'entrée du bâtiment. Ses mains tremblaient lorsqu'elle coupa le moteur. Que faisait-elle à suivre des notables à travers la ville comme une sorte de détective privé? Mais elle se souvint alors de ce collier où les lettres O et S, les mots pressants de Ray à propos du « patron ». La Mercedes était immobilisée près de l'entrée. Quelques minutes plus tard, Gregory émergea du bâtiment, le pas décidé. Il portait toujours les mêmes vêtements que le matin, mais semblait agité, consultant constamment sa montre. Ray quitta le volant à l'approche de Gregory. Linda les regarda échanger les clés, Ray lui tendit les clés de la Mercedes et accepta celle de la BMW de Daniel en retour. Gregory se glissa au volant de sa chère Mercedes tandis que Ray se dirigeait vers la BMW garée à une place réservée. Le jeune homme, Otis, resta sur le siège passager de la Mercedes. Les deux voitures quittèrent le parking. La BMW tourna à gauche, vraisemblablement en direction du domaine Whitmore, la Mercedes tourna à droite, direction sud. Linda attendit un instant, puis la suivit. Ils quittaient le quartier commerçant de Homestead, traversant des quartiers résidentiels de plus en plus clairsemés à chaque kilomètre. Bientôt, ils arrivèrent sur l'US 1, en direction de Florida City. La confusion de Linda grandissait, où pouvait-il bien aller? Puis la Mercedes de Gregory prit la sortie familière, l'entrée du parc national des Everglades, le même itinéraire qu'elle avait emprunté le matin même. La poitrine de Linda se serra. Pourquoi Gregory amènerait-il ce mystérieux jeune homme ici? Elle laissa plusieurs véhicules de visiteurs s'interposer entre eux à leur entrée dans le parc. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur les prairies de Sawgrass. La circulation touristique était moins dense que le matin, mais offrait tout de même un abri. La voiture de Gregory s'est garée sur le parking du centre d'accueil des visiteurs du comté d'Ernest. Linda a trouvé une place derrière un grand camping-car, d'où elle pouvait observer sans se faire remarquer. Elle a vu Gregory et le jeune homme sortir du véhicule et se diriger vers l'un des sentiers balisés. Linda attendit une bonne minute avant de la suivre. Elle prit une brochure du parc et la tint ouverte, comme une touriste consultant une carte. Le sentier principal était suffisamment fréquenté pour qu'elle puisse garder ses distances sans paraître suspecte. Pendant la première demi-heure, ils suivirent le sentier touristique habituel. Linda faisait semblant de photographier les oiseaux et la végétation à chaque regard en arrière.
Le paysage changea progressivement, passant de zones humides à un terrain plus rocailleux. Un panneau en bois indiquait qu'ils entraient dans la région de Lompinki. L'altitude augmentait subtilement, le sol calcaire devenait plus visible et des pins épars remplaçaient l'herbe assis. De certains points de vue, Linda pouvait apercevoir les vastes zones marécageuses s'étendre à perte de vue où le contraste était saisissant, des crêtes rocheuses et sèches se dressaient telles des îles au-dessus de la prairie humide. Quelques autres touristes parsemaient le sentier, mais à mesure que l'après-midi avançait, leur nombre diminuait. Le malaise de Linda grandissait à mesure qu'ils avançaient. Plus il se sentait isolé, plus son cœur battait fort. Puis elle vit Grégory et son compagnon quitter le sentier principal pour s'engager sur un sentier non balisé. Les suivre signifiait désormais abandonner la sécurité des espaces publics, mais elle était arrivée jusque-là. Elle attendit qu'ils soient presque hors de vue, puis les suivit. Le sentier non officiel était plus accidenté, exigeant une navigation prudente sur des affleurements calcaires et à travers une végétation dense. La sueur lui coulait dans le dos dans l'air humide, des moustiques bourdonnaient autour de son visage. Après 20 minutes supplémentaires de marche difficile, elle entendit des voix devant elle. Linda s'avança en rampant, se cachant derrière un épais fourré de graminées et de rochers calcaires. À travers la végétation, elle les aperçut dans une petite clairière sur une crête sèche. Ils étaient complètement seuls ici. Montrer l'endroit exact, la voix de Grégory résonnait clairement dans l'air immobile. Elle composa le numéro direct du détective Pram, priant pour qu'il la rejoigne. L'appel aboutit, malgré des parasites. « Inspecteur, c'est Linda Caro », dit-elle rapidement, craignant de perdre la communication. « Je suis au parc national des Everglades, près de Lompinki. J'ai suivi Grégory Whitmore jusqu'ici. Il est avec un certain Otis. J'ai tout entendu. Otis a enterré le corps de Melissa ici. Grégory le paie pour qu'il assume la responsabilité des 2 meurtres. Madame Caro, ce que vous avez fait est extrêmement dangereux, lança l'inspecteur d'une voix pressante à travers les parasites. Donnez-moi votre position exacte. Linda décrivit le sentier, la bifurcation, les points de repère qu'elle avait remarqués. Il retourne au parking. Grégory essaie de tout cacher. Nous mobilisons des unités. Restez où vous êtes. Restez cachés. Nous serons là au plus vite. La ligne fut coupée. Linda fixa le téléphone, puis l'endroit indiqué par Otis. Sa fille était là, depuis 12 ans, si proche, et pourtant cachée dans cette vaste étendue sauvage. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle regagnait prudemment le sentier principal. Elle devait éviter Grégory et Otis. Elle devait faire confiance à l'inspecteur Pram pour arriver à temps. Au moins, maintenant, elle savait que la vérité, aussi horrible soit-elle, éclatait enfin. Elle remonta prudemment le terrain accidenté, les jambes tremblantes sous l'effort et le choc. Le soleil de fin d'après-midi perçait obliquement les pins, projetant de longues ombres qui rendaient la navigation périlleuse. À chaque pas, elle jetait un coup d'œil par-dessus son épaule, terrifiée à l'idée de croiser Grégory ou Otis sur les 3 sentiers. Le chemin du retour lui parut interminable. Son esprit tournoyait à cause de ce qu'elle avait vu, la discussion glaciale de Grégory sur le lieu de sépulture de sa fille, son projet de piéger Otis tout en restant propre. Melissa était là. Elle avait toujours été là, dans cette région sauvage et reculée. Cette pensée lui retournait l'estomac. Lorsqu'elle atteignit le sentier principal, la circulation des visiteurs s'était considérablement réduite. Quelques randonneurs en fin de journée la dépassèrent, inconscients du drame qui se déroulait autour d'eux. Linda s'efforça de marcher normalement, de se fondre dans la masse, même si son cœur battait fort. Le parking apparut enfin, et Linda faillit sangloter de soulagement. Mais le spectacle qui l'attendait était radicalement différent de celui qu'elle avait vu à son départ. Des voitures de police encombraient le parking, leurs gyrophares créant un chaos rouge et bleu. Les gardes forestiers avaient bouclé certaines sections avec du ruban jaune. Les touristes étaient dirigés vers l'extérieur. Au cœur de l'agitation, elle aperçut Otis menotté, assis sur le trottoir, sous la surveillance d'un policier.
Grégory se tenait près de sa Mercedes, gesticulant frénétiquement en parlant à l'inspecteur Pram et à deux autres policiers. Même de loin, Linda pouvait voir que son visage était rouge, son sang-froid habituel craquant. Elle se précipita vers eux. L'inspecteur Pram la remarqua et s'avança pour l'intercepter, mais elle le bouscula. « Il vous ment » cria-t-elle en désignant Grégory. « Ce qu'il vous raconte est un mensonge. » Le regard de Grégory se posa sur elle, son expression passant de l'indignation à la fureur. « Cette femme me traque. Elle m'a suivi jusqu'ici depuis chez moi. Je vous demande de l'arrêter pour harcèlement. » « J'ai tout entendu » poursuivit Linda en s'adressant à l'inspecteur Pram. « Chez les Whitmore, j'ai vu Ray Duin avec cet homme, elle désigna Otis, et Ray lui a pris un collier. Il a dit que son patron ne voulait pas qu'il le porte. Le collier portait les lettres O et S. Il délire. Accablé de chagrin, il invente des histoires, balbutia Grégory. Puis je les ai suivis jusqu'ici, poursuivit Linda. J'ai entendu Grégory dire à Otis de lui montrer exactement où il avait enterré ma fille. Je l'ai entendu offrir 300 000 $ à Otis pour qu'il assume la responsabilité des deux meurtres, tout en taisant le nom de Grégory. L'expression de l'inspecteur Pram était devenue de plus en plus grave. Il se tourna vers Grégory. Monsieur Whitmore, ces allégations sont graves. Les accusations proviennent d'une femme qui harcèle ma famille depuis 12 ans, rétorqua Grégory. Je suis venu ici pour pleurer mon fils en privé. Cet homme, il fit un geste dédaigneux vers Otis, est un garde du corps recommandé par mon chauffeur. Je ne connais même pas son nom de famille. Il l'appelait Otis, insista Linda. Le même nom que sur cette carte de lingerie. Otis lui a montré où Melissa est enterrée, dans la région de Lompinki, à l'écart du sentier. L'inspecteur Pram les examina tous les deux, puis se tourna vers Otis. « Monsieur, quel est votre nom ?» Otis regarda Grégory et la police, la sueur perlant sur son front malgré la fraîcheur de l'après-midi. « Je veux un avocat. »« C'est votre droit, » dit l'inspecteur Pram. Il fit un signe de tête à son partenaire, l'inspecteur Morgan. « Emmenez monsieur Whitmore et madame Caro dans des zones séparées. Personne ne part tant qu'on n'aura pas réglé ça. » Il s'approcha d'Otis. « Voilà ce qui va se passer, vous allez nous montrer ce que madame Caro prétend que vous avez montré à monsieur Whitmore. Si elle ment, elle sera accusée de fausses déclarations. Si elle dit la vérité. » Il laissa planer le sous-entendu. Deux policiers ont escorté Otis jusqu'à un véhicule de police, tandis que d'autres récupéraient du matériel dans leurs coffres, pelles, sacs de preuves, appareils photo. Linda a été conduite vers un banc près du centre d'accueil des visiteurs, un policier se tenant à proximité. Grégory a été emmené dans une autre zone, protestant bruyamment pour ses droits et ses avocats. Le poids était insoutenable. Au bout de 30 minutes, elle entendit d'autres véhicules arriver. Son cœur bondit en voyant la BMW de Daniel s'arrêter. Eleanor était assise sur le siège passager. Ils se précipitèrent, la confusion visible sur leur visage. « Linda, que se passe-t-il » demanda Daniel. « On nous a appelés pour nous dire que papa était là » dit Eleanor, son regard alternant entre Linda et l'agent. « Que se passe-t-il » Linda prit une inspiration tremblante et leur raconta tout, suivre Ray et le jeune homme, la conversation surprise dans les bois, le projet de Grégory de payer Otis pour qu'il prenne la responsabilité. Elle vit leur visage passer de la confusion à l'incrédulité, puis à l'horreur. « C'est dingue » murmura Eleanor en s'affalant sur le banc à côté de Linda. Grégory n'aurait jamais, il n'aurait pas pu. L'expression de Daniel était plus difficile à déchiffrer. Il se tenait debout, les bras croisés, la mâchoire serrée, fixant son père de l'autre côté du parking. « En fait, maman, c'est complètement absurde, dit-il doucement. Réfléchis papa n'a jamais voulu que Brandon épouse Melissa. Il était furieux quand ils se sont enfuis. Après leur disparition, il s'est investi dans le travail, ne mentionnant presque jamais Brandon, sauf si quelqu'un d'autre l'évoquait. C'est comme ça qu'il fait son deuil, ou qu'il cache sa culpabilité.
Un silence tendu s'installa entre eux. L'attente dura 40 minutes, 50, 1 heure. Linda se surprit à prier pour une chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années, qu'il la retrouve. Qu'il mette un terme à tout ça. Enfin, la radio du détective Pram crépita. Il écouta attentivement, le visage grave. Après un bref échange, il s'approcha de leur groupe. L'équipe de terrain a découvert des restes humains à l'endroit indiqué. Elle sécurise les lieux et transportera les preuves pour analyse médico-légale. Eleanor laissa échapper un sanglot étranglé. Linda sentit le monde basculer légèrement, et la main de Daniel sur son épaule la stabilisa. De l'autre côté du parking, Gregory avait visiblement entendu la nouvelle. Il s'élança brusquement, tentant de se faufiler entre l'officier qui le surveillait, mais Daniel s'avançait déjà pour intercepter son père avant qu'il ait pu faire plus de quelques pas. « Papa, ne sois pas stupide, » dit Daniel en bloquant le passage à Gregory. « Tu as beaucoup de choses à expliquer. Tu sais qu'on ne peut pas y échapper. Pousse-toi de mon chemin, fiston. Tu ne comprends pas. » « Je comprends mieux que tu ne le penses. » La voix de Daniel était ferme mais froide. « Arrête d'empirer les choses. » Les policiers intervinrent, maîtrisant Gregory plus fermement tout en le fouillant à la recherche d'armes. Un petit trousseau de clés tomba sur l'asphalte avec un cliquetis métallique. Linda le reconnut immédiatement, les mêmes clés qu'elle avait aperçues plus tôt. L'une d'elles portait une petite étiquette avec « OIS » écrit au marqueur noir. L'inspecteur Pram le ramassa et l'examina attentivement. « Monsieur Whitmore, pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous avez une clé portant le nom de quelqu'un que vous prétendez ne pas connaître ?» Les lèvres de Gregory se pincèrent. Il ne dit rien. « Est-ce lié à la dépouille de votre fils ?» insista l'inspecteur. « L'avez-vous marqué du nom d'Otis pour rejeter la faute sur quelqu'un d'autre si jamais elle était retrouvée ?» Toujours le silence. Eleanor se leva soudain, son chagrin se transformant en fureur. « Tu nous as menti toutes ces années, Gregory. Où est notre fils ?» Elle s'approcha et arracha la clé des mains de l'inspecteur Pram, l'examinant attentivement. Son visage pâlit. « Cela ressemble à une clé de la maison commémorative, le columbarium où nous conservons les cendres des membres de la famille. » Le partenaire de l'inspecteur Pram contacta l'équipe de terrain par radio, recevant l'autorisation d'enquêter. « Madame Whitmore, Monsieur Whitmore, » s'adressa-t-il à Eleanor et Daniel, « nous avons besoin que vous nous montriez cet endroit. » Daniel hocha immédiatement la tête. « Bien sûr. » Il se tourna vers Linda. « Je te tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. »« Merci, » murmura Linda. Eleanor et Daniel partirent escortés par la police. L'équipe de terrain commença à revenir des bois, chargée de sacs de preuves sécurisés. L'inspecteur Pram s'approcha une fois de plus de Linda. « Madame Caro, vous devrez retourner au poste pour faire une déclaration officielle, et nous devons procéder à l'arrestation de Monsieur Whitmore et de l'autre suspect. » Alors que les policiers lisaient leurs droits à Gregory et Otis, Otis s'écria désespérément, « Tu me dois encore cet argent. On avait un accord. » Le visage de Gregory se tordit de rage. « Tu n'as même pas pu suivre des instructions simples. » Ils furent séparés et placés dans des voitures de patrouille différentes. Linda, debout sur ses jambes tremblantes, sortit ses clés de voiture de sa poche. « Je ne pense pas pouvoir conduire, » a-t-elle avoué à l'inspecteur Pram. « Pas après ça. »« C'est compréhensible, » dit-il. Il fit signe à un autre agent. « L'agent Martinez conduira votre véhicule au poste. Vous pouvez m'accompagner. » Linda lui tendit ses clés avec gratitude et monta dans la voiture du détective. En quittant le parc national des Everglades, elle contempla la nature sauvage qui avait caché le corps de sa fille pendant 12 longues années. La vérité émergeait enfin du marais sombre et terrible, mais au moins c'était la vérité. À leur arrivée, le commissariat de Homestead était plongé dans un chaos contrôlé. À travers les portes vitrées, Linda pouvait voir les agents s'activer avec détermination, les téléphones sonner, les bruits mécaniques d'un système traitant une affaire importante. Tandis que l'inspecteur Pram l'escortait à l'intérieur,
elle aperçut une silhouette familière assise dans la salle d'enregistrement, Ray Dwayne, le chauffeur de confiance de Gregory, dont la chaleur naissante avait laissé place à une défaite voilée. Nous l'avons récupéré il y a 20 minutes, expliqua l'inspectrice Pram en suivant son regard. Otis nous a donné suffisamment d'informations pendant le trajet du retour pour obtenir un mandat d'arrêt. Linda observa Gregory et Otis tout au long du processus d'enregistrement, photographie, empreintes digitales, catalogage et mise en sac de leurs effets personnels. Gregory conserva son attitude impérieuse, même menottée, exigeant son avocat et menaçant de poursuites judiciaires. Otis, au contraire, semblait s'être replié sur lui-même, réalisant enfin la réalité de sa situation. « Madame Caro, par ici, s'il vous plaît », l'inspecteur Pram la guida vers une petite salle d'interrogatoire. Les néons étaient trop forts après la faible lumière du jour. Il lui offrit du café, qu'elle déclina, et de l'eau, qu'elle accepta avec gratitude. « Tout d'abord, je tiens à vous dire combien je suis désolé, » commença l'inspecteur, son visage buriné exprimant une sincère compassion. « Aucun parent ne devrait avoir à endurer ce que vous avez enduré, 12 ans d'ignorance, et maintenant ça. » Les larmes jaillirent alors, brûlantes et soudaines. Linda les avait retenues pendant le chaos du parc, mais ici, dans cette pièce silencieuse, face à la simple bonté humaine, son sang-froid s'effondra. « Au moins, maintenant, je sais », parvint-elle à dire entre deux sanglots. Pendant toutes ces années, je me suis demandé si elle était quelque part, souffrante, piégée, m'appelant, ou si elle était vraiment partie volontairement, choisissant le monde de Brandon plutôt que le mien. Au moins, maintenant, je sais qu'elle ne souffre pas. Elle n'a pas été torturée ni retenue captive, ou alors elle n'a pas pu finir. L'inspecteur Pram poussa une boîte de mouchoirs sur la table. Je comprends que vous vouliez savoir ce qui va se passer ensuite. Elle devait d'abord recueillir ma déposition officielle, puis elle partagerait ce qu'Otis leur avait dit pendant le transport de retour du lieu de l'enterrement. J'ai hoché la tête, me ressaisissant. J'ai commencé par le coup de fil du matin et la découverte de la voiture. J'ai détaillé la confrontation avec Gregory, la découverte des affaires de Brandon, la mystérieuse lingerie d'Otis. Ma voix s'est renforcée tandis que je décrivais comment j'avais suivi Ray et le jeune homme, entendu leur conversation, suivi Gregory jusqu'aux Everglades. L'inspecteur Pram prenait des notes minutieuses, demandant parfois des éclaircissements. Quand j'eus terminé, il posa son stylo et se laissa aller en arrière. Otis Dunal, c'est son nom complet, s'est montré très ouvert lorsqu'il a compris que Gregory ne le protégerait pas. Il a admis que Gregory l'avait engagé début 1985 pour séduire votre fille, afin de rendre Brandon suffisamment jaloux pour mettre fin à leur relation. Mais pourquoi, demandai-je, même si je me doutais bien que oui. Gregory désapprouvait ce mariage dès le départ. Selon Otis, il ne voulait pas qu'une femme pauvre rejoigne la famille. Brandon devait hériter de la majorité de Whitmore Industries, Gregory voulait qu'il épouse une personne instruite et bien placée, susceptible d'être un atout pour l'entreprise, et non une personne n'ayant qu'un simple diplôme d'études secondaires. Une colère nouvelle s'est emparée de mon chagrin. Ma fille valait 10 femmes de leur haute société. Elle était gentille, aimante, dévouée. J'en suis sûr. L'inspecteur Pram dit doucement, et apparemment, Brandon le pensait aussi. Otis raconta qu'il avait essayé diverses approches, se rendre au travail de Melissa, lui envoyer des cadeaux, créer des situations où Brandon les verrait ensemble. Mais leur relation était solide, rien n'y faisait. Alors ils se sont enfuis, ai-je dit. Oui. Et c'est là que le plan de Gregory a pris une tournure plus sombre. Il a payé Otis et son père, Ray, pour suivre le couple en lune de miel. Ils séjournaient dans un cottage en bord de mer à Dania Beach. Le plan était de tuer Melissa lors d'un cambriolage simulé pendant l'absence de Brandon, pour faire croire que c'était un acte aléatoire. Mes mains se crispèrent sur mes genoux. Mais Brandon est revenu. Le visage du détective s'assombrit. Otis admit autre chose, son père, Ray, nourrissait des intentions envers Melissa. Ce qui devait être un meurtre rapide devint pire. Ray l'agressa après sa mort. Brandon rentra tôt de sa promenade du soir sur la plage et les trouva.
La bile me montait à la gorge, ma petite fille avait été violée jusque dans la mort. Oh mon Dieu! Brandon les a combattus et a tenté d'appeler à l'aide. Il n'avait pas voulu le tuer. Le fils de Gregory était censé survivre pour pleurer sa femme. Mais avec Brandon comme témoin, il n'avait pas le choix. Ils l'ont tué lui aussi. Et Gregory a étouffé l'affaire, ai-je dit. Il avait les moyens, des camions privés pour transporter les corps et les preuves, un bateau pour jeter la voiture dans les Everglades, où il pensait que les courants l'emporteraient. Le cottage a été nettoyé professionnellement en quelques heures, la literie était neuve et identique à l'ancienne, et toute trace a été effacée. Lorsque le propriétaire est venu les voir après qu'ils aient omis de partir, on aurait dit qu'ils étaient simplement partis. Pas de caméra de sécurité en 1985. Exactement, dis-je d'un ton hébété. La police a enquêté, mais sans corps, sans preuve d'acte criminel, la voiture manquante, on a supposé qu'ils s'étaient enfuis ensemble, peut-être qu'ils avaient eu un accident quelque part. Gregory a parfaitement joué le rôle du père en deuil. Il a incinéré son propre fils et a caché l'urne sous un autre nom. Quel genre de monstre, murmurai-je. Le genre de personne qui privilégie le contrôle et la réputation à tout le reste, répondit l'inspecteur Pram. Apparemment. Mais pourquoi Gregory les garderait-il tous les deux s'ils ont aussi tué son fils, demandai-je. Otis a dit qu'ils avaient menacé d'aller voir la police si Gregory se retournait contre eux. C'était tout ou rien, soit ils restaient ensemble, soit ils tombaient tous ensemble. Un coup frappé à la porte nous interrompit. Un officier se pencha. Inspecteur, l'équipe est de retour du mémorial avec la famille Whitmore. Il se tourna vers moi. Ils ont trouvé les restes de Brandon dans une urne enregistrée au nom d'Otis Dunal, cachée dans une section séparée de la zone principale de la famille Whitmore. Je dois interroger Daniel et Eleanor maintenant. Pourriez-vous patienter? Il y aura peut-être des nouvelles de la police scientifique, et je suis sûr que la famille voudra vous parler. J'ai hoché la tête et j'ai été conduit dans une petite salle d'attente, chaises en plastique, vieux magazine, une fontaine à eau dans un coin. Par la porte, j'ai aperçu Eleanor et Daniel dans la salle d'attente principale. Le calme habituel d'Eleanor avait complètement volé en éclats, elle avait l'air vieillie de plusieurs décennies en quelques heures seulement. Daniel la soutenait, le visage lui-même marqué par le choc et le chagrin. Ils m'ont vu et se sont approchés. Eleanor tendit la main et me saisit les mains. Je suis tellement désolé pour tout ce que Gregory a fait à Melissa, à Brandon, à toi. Ça nous est arrivé à tous, dis-je en serrant la main. Ce n'est pas votre faute, vous êtes aussi des victimes. Si j'avais su, si j'avais eu la moindre idée. La voix d'Eleanor se brisa. Maman, ne fais pas ça, dit doucement Daniel. Personne n'aurait pu imaginer que papa soit capable d'une chose pareille. L'inspecteur Pram apparut. Monsieur Whitmore, je dois d'abord vous parler. Daniel hocha la tête et serra une dernière fois l'épaule de sa mère. Je vous tiendrai au courant après, promit-il en suivant l'inspectrice. Un agent s'est approché. Mesdames, je dois vous répartir dans des salles d'attente distinctes, c'est la procédure habituelle lors des interrogatoires. Eleanor a été conduite dans une direction, j'ai pris une autre. Je me suis retrouvé dans une pièce plus petite, seulement 4 chaises et une petite table avec des magazines périmés. Seul. Enfin vraiment seul, le poids de la journée m'a submergé. Je me suis affalé sur une chaise et j'ai laissé couler mes larmes. 12 ans d'interrogation, de faux espoirs et d'impasse. 12 ans où mes amis et ma famille me suggéraient gentiment d'aller de l'avant et d'accepter la réalité. 12 ans à défendre ma fille contre les insinuations et les accusations de Gregory Whitmore. 12 ans d'anniversaire solitaire, de Noël vide et de fête des mères sans appel, sans carte, sans signe. Mais aussi 12 ans de doute, cette voix insidieuse qui murmurait, peut-être que Melissa a préféré le monde glamour de Brandon à notre vie modeste. Peut-être avait-elle honte de notre petite maison, de notre vieille voiture, de notre existence au jour le jour. Peut-être que l'amour ne suffisait pas. Maintenant, je connaissais la vérité, Melissa ne m'avait pas abandonné.
Ma fille avait été enlevée et assassinée pour le crime d'avoir aimé au-dessus de sa condition, pour avoir osé épouser une famille qui la considérait comme indigne. Elle était morte à 24 ans, probablement terrifiée, appelant probablement sa mère. Mais elle était morte aimée. Brandon l'avait suffisamment aimée pour défier son père, pour la choisir plutôt que la richesse et la position sociale. Il l'avait suffisamment aimée pour combattre ses assassins, pour mourir en essayant de protéger son honneur, même dans la mort. C'était cela l'amour véritable, et non l'affection superficielle que Grégory avait voulu pour son fils, un mariage mondain bâti sur des comptes en banque et des fusions d'entreprises. J'ai sorti un mouchoir de ma poche et me suis essuyé les yeux. Le chagrin ne me quitterait jamais complètement, je le savais, mais il y avait aussi du soulagement, un soulagement du terrible poids de l'ignorance. Je pouvais maintenant enterrer ma fille dignement, me recueillir sur sa tombe, lui apporter des fleurs, lui parler. Je pouvais enfin faire mon deuil, vraiment.